important, parce que c'est le lieu au monde où on parle le plus et le mieux de l'être humain. Un théâtre, quand on additionne tout ce qui se joue, tout ce qui se dit, tout ce qui se montre, tout ce qui se questionne chaque soir dans tous les théâtres du monde, on a une approche absolument gigantesque de précision et de quantité sur le mystère de l'être humain. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Comment vivre ensemble? Le théâtre passe son temps à interroger ça, ce fameux vivre ensemble. On vient se questionner au théâtre, par le rire, par différentes formes de disciplines artistiques. Et donc, comme dit Hamlet, Hamlet, à un moment donné, dit dans cette fameuse pièce de Shakespeare, donc, le théâtre sera le piège où je prendrai la conscience du roi. Eh bien, je trouve que c'est la plus belle définition du théâtre, d'un théâtre. C'est un endroit où on vient piéger les consciences. On vient se découvrir, se faire trahir par d'autres. On vient y regarder des choses qu'on n'a pas forcément envie de regarder chez nous ou chez l'autre. On vient découvrir aussi des vertus incroyables, des défauts aussi. Voilà, c'est une mise à plat de ce qu'on est, une possible mise à plat de ce qu'on est. Et donc, pour moi, le théâtre est un partenaire, mais vital de la politique, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, c'est pour ça que les théâtres sont au cœur des villes. Et on voit dans la Grèce antique l'importance du théâtre. C'est un endroit de questionnement. Et je ne peux pas concevoir une ville sans théâtre. Ça n'existe pas d'abord. Ça n'existe pas. Donc une ville digne de ce nom se doit d'être dotée d'outils culturels. Et d'outils culturels qui peuvent accueillir différentes formes artistiques. Depuis des décennies maintenant, le spectacle vivant s'est diversifié. Il y a des spectacles qui font appel à la vidéo, qui font appel à la chorégraphie. Il y a des spectacles qui mélangent tout ça. Il y a des formes aussi beaucoup plus simples. Et donc, il faut que la ville soit dotée d'outils culturels qui permettent d'accueillir tout le monde. Je prends un exemple. Voilà, c'est pas parce qu'une ville a un stade de foot que ça suffit en équipement sportif. On conçoit dans le sport qu'il faille avoir un stade de foot, un stade de rugby, une piscine, une patinoire, etc. On ne construit pas un gymnase en disant « bon ben voilà, ça y est, c'est bon, on a notre outil sportif ». Non, non. On accepte que dans le sport, il y a différentes disciplines. Et bien dans la culture, il y a différentes disciplines. Donc il faut avoir les lieux qui correspondent à toutes ces disciplines. Et une ville qui ne peut pas accueillir certains spectacles est une ville handicapée, culturellement parlant. Et c'est pour ça que l'initiative de Fontenay-sous-Bois de se doter d'un théâtre pouvant accueillir des spectacles plus exigeants, en hommes, en matériel, en mission culturelle, est absolument important de façon à ce que le public fontenaysien ne soit pas privé d'une catégorie de spectacle. Et donc, ce qu'on conçoit facilement dans le sport, on ne le concevrait pas dans la culture. Donc, je ne veux pas croire ça. C'est souvent, les gens ont une méconnaissance des activités culturelles et de la vie culturelle et de ce que ça implique, de ce que ça suppose et de là où ça rebondit chez nous. C'est-à-dire qu'une ville qui a un outil culturel qui est équipé comme ça d'un théâtre formidable rayonne. Elle rayonne de par les artistes qui y passent et qui vont se dire « j'ai été à Fontenay-sous-Bois, j'ai joué dans une salle incroyable, c'était formidable, on y a fait des rencontres, etc. » La convivialité d'une salle est importante. Ça permet à une ville de circuler dans les têtes des gens, des artistes, mais également sur Internet. C'est-à-dire qu'elle fait partie des villes dans lesquelles on peut s'arrêter. Donc cette ville de Fontenay-sous-Bois peut se retrouver sur un site
qui sera consultée par des gens de la région PACA, de Bretagne, etc. Elle va le faire partie, Fontenay-sous-Bois fera partie d'un circuit de villes qui peuvent accueillir des spectacles importants. Tant qu'elle n'est pas outillée de cet outil-là, eh bien, elle n'existe pas à ce niveau-là. Et donc, c'est à tout ça qu'il faut penser. C'est aux retombées pour la ville, aux retombées pour les gens qui peuvent avoir accès donc, à des spectacles pour lesquels ils devraient prendre le RER ou aller à Pétaouchnok pour aller voir ça. Et ça fait rayonner une ville, ça en fait parler. Un spectacle, c'est de l'économie. Une petite anecdote comme ça. Là, je suis en tournée d'Arthur Howie, et il se trouve que on était au théâtre de Sète. Le spectacle devait commencer à 7h. Il y a un comédien qui a été pris par un problème de train. On a dû décaler le spectacle à 20h. Donc on a fait patienter le public pendant 1 heure. Ce public, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans les 2 bars qui sont à côté du théâtre. Et les 2 patrons des 2 bars nous ont remerciés de ce retard. Et on n'a jamais vu autant de monde dans nos... Un théâtre, c'est ça brasse des gens. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer tous les spectacles en retard, mais ça brasse des gens. C'est que tout d'un coup, vous avez 800 personnes qui vont partir de chez eux, qui vont s'organiser, prendre une babysitter. Donc c'est une étudiante ou un étudiant qui va gagner un peu sa vie grâce à ça. Des gens qui vont aller boire un verre, manger, avant ou après, etc. C'est une activité économique qu'on n'a même plus à prouver maintenant, mais c'est aussi de la sortie, c'est-à-dire on sort de chez soi, on quitte son lieu d'enfermement devant la télé et on va voir, et on y va d'autant plus facilement que c'est là qu'on pourra voir de grands spectacles. Et je crois qu'il faut, enfin c'est pas que je crois, c'est que j'en suis convaincu, qu'il faut absolument privilégier ça. Et c'est... on pense, à tort, je crois, que comme la France est équipée, c'est vrai, de théâtre, il y a des théâtres un peu partout sur le territoire, il y a les scènes nationales, il y a des centres dramatiques régionaux. On pense que ça y est, la démocratisation de la culture, c'est fait, voilà. Il y a beaucoup de spectacles, on a des grands festivals, etc. Et ben c'est faux, c'est malheureusement faux. L'immense majorité des gens ne vont pas au théâtre, ne sortent jamais. C'est même plus que 90% de la population française qui ne sort pas au théâtre. Donc, on voit qu'il y a un chemin à faire. Et ce chemin à faire, il passera par des politiques culturelles volontaristes, des politiques culturelles qui n'auront pas peur d'investir de l'argent. Mais investir dans la culture, moi je peux vous donner l'exemple du maire de Lyon, avec qui je dînais il y a 2-3 saisons, là, justement, on était passé en tournée faire Arthur Howie, pas Arthur Howie, Cyrano de Bergerac, un spectacle qui m'a valu un Molière qui est là d'ailleurs, et ce spectacle d'ailleurs, je n'aurais pas pu le jouer à Fontenay-sous-Bois, par exemple, parce que Fontenay-sous-Bois, pour l'instant, n'est pas équipé d'un théâtre permettant d'accueillir mon ancien spectacle Cyrano de Bergerac, ni même le nouveau Arthur Howie, à cause du décor imposant, etc. Eh bien, le maire de Lyon me disait que pour 1 euro investi dans la culture, c'est plus de 2 euros en retour. Donc, quel que soit le prix d'un équipement culturel, il peut paraître important, c'est vrai, par rapport à des demandes, des besoins, des urgences même, sociales parfois. Ça peut paraître important, mais c'est de l'investissement. Voilà. Il y a un retour sur investissement avec la culture qui est évident, qui n'est plus à prouver, qui a été... Voilà. Donc on a tout à gagner à ce que Fontenay-sous-Bois soit une ville d'étapes, de plein de tournées, dans tous les genres, que ce soit pour des grandes scènes musicales, des artistes lyriques, le théâtre, des grandes chorégraphies, les arts du cirque aussi, dont certains peuvent s'interpréter dans des théâtres, et puis j'en passe, enfin j'en oublie, mais de façon à ce qu'on entende parler de cette ville par le réseau artistique national, voire international. Je trouve ça important d'associer
le monde artistique à la création d'un spectacle, bien en amont, avant que le projet soit déjà tracé, mesuré, comptabilisé et presque déjà construit. C'est vrai qu'il suffit de passer une soirée avec un musicien, un acteur, un danseur, et on peut vous faire la liste de tous les théâtres qui ont été mal conçus, mal pensés, parfois dans des détails. C'est comme dans la chanson, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est la circulation dans un théâtre, l'absence de symétrie parfois d'un lieu. Il faut imaginer que les artistes sont des gens qui, la veille, étaient dans un autre théâtre et le lendemain seront dans un autre, probablement. Donc on n'a pas de temps à perdre à être paumé dans un théâtre parce qu'il a été conçu bizarrement et qu'il y a des escaliers et des portes partout et qu'on ne comprend rien à la circulation ni à la signalétique. Il y a aussi des signalétiques qui sont aberrantes, où on voit une flèche, on ne sait même pas où nous dirige la flèche. Donc il y a des tas de choses très concrètes à penser. Et je pense que la symétrie est une des réponses. Que tout ce qu'il y a à côté cour ou jardin se retrouve côté jardin ou cour. Et voilà, de façon à ce que, où que je sois dans le théâtre, je sais qu'il y a la même chose de l'autre côté. Donc je m'oriente facilement. Sur les loges aussi, je pense qu'il faut... chaque loge doit être autonome en ce qui concerne les sanitaires, que ce soit la douche, le lavabo et les toilettes. Il est très désagréable d'avoir à traverser des couloirs pour aller aux toilettes, revenir. Et la loge est un lieu comme ça doit être un lieu autonome, y compris même avoir un espace où l'artiste peut s'allonger. On oublie toujours que jouer est une dépense d'énergie, jouer ça fait peur, la meilleure façon de se concentrer pour beaucoup d'artistes, je l'ai vérifié partout, c'est de s'allonger 10 minutes, un quart d'heure, seul, dans sa loge, de ne pas être obligé de déplier une banquette pourrie, parce qu'en général, on met des banquettes ou des fauteuils absolument hors d'âge. Non, il suffit juste d'un petit, une sorte, je ne sais pas comment appeler ça d'ailleurs, une sorte de banc inclus dans le mur, sur lequel on met un petit matelas japonais là, qui se déroule, et c'est tout, ça suffit, il n'y a pas besoin de... Mais que ce soit fixé à la loge, qu'on ne puisse pas le prendre et l'emmener ailleurs et du coup déposséder un lieu. Il y a plein de choses comme ça sur plein de petits détails, et chaque corporation finalement, vous interrogez des techniciens, ils vous diront aussi l'accès plateau. Il y a des théâtres où tout d'un coup le camion qui doit livrer le décor est obligé de faire des manœuvres incroyables pour se présenter, le cul de la remorque, pour voir... Donc il y a plein de choses comme ça à penser pour qu'un théâtre soit facile, et aussi bien pour les techniciens que pour les artistes. Et souvent, nous ne sommes pas associés, ou très rarement. Je me souviens d'une copine qui m'a dit qu'elle avait été dans un théâtre tout neuf, avec des loges bizarrement positionnées par rapport à la scène. Et l'explication, c'est que l'architecte avait oublié les loges. Et donc, ils s'en sont aperçus en cours de construction. Donc, ils ont rajouté des loges à toute blinde. Voilà. Alors ça, c'est un exemple assez caricatural, mais pour vous dire que voilà, si on n'associe pas le monde artistique dans ses différentes disciplines et le monde de la technique, y compris aussi dans ses différents corps de métier, on peut faire des absurdités, quoi. On peut vraiment... il y a parfois des petits détails qui simplifient grandement la vie des techniciens et des artistes. Un théâtre est forcément la rencontre d'une écriture, qu'elle soit une écriture corporelle, une écriture papier, manuscrite, j'ai envie de dire, enfin, les mots d'un poète, avec le son, et le public. Donc, c'est une rencontre. C'est un lieu que les êtres humains ont inventé pour se rencontrer. Voilà. C'est tout simplement ça. Il y a longtemps, ça se passait dans le fond d'une caverne avec un feu de bois. On peignait 2-3 trucs sur les parois de la caverne et on se racontait des histoires qui nous angoissaient. Et puis au fur et à mesure, on a amélioré le système. Et le théâtre, ce n'est ni plus ni moins que la prolongation de ce désir de se réunir pour comprendre le monde. Parce que le monde nous fait peur.
il nous faisait peur quand on était habillé de peau de bête, et il continue à nous faire peur maintenant. Même si on sait des choses, mais il y a aussi des choses qu'on ignore toujours. Et puis il y a d'autres dangers. Donc on vient se réunir dans des théâtres. Donc un théâtre n'a que ce seul but-là, de faire rencontrer des êtres humains. Donc il doit être convivial. Il ne peut qu'être convivial, sinon c'est pas un théâtre. Sinon, je sais pas, c'est un bloco, c'est un truc, je ne sais pas ce que c'est. Mais un théâtre se doit d'être convivial. Donc il doit penser non seulement au temps de la représentation, mais à l'avant-représentation et à l'après-représentation. Un théâtre doit être un outil pour les gens, où on peut rebondir. C'est un lieu d'exposition, un endroit où on peut acheter quelque chose en lien ou pas avec le spectacle, où on doit pouvoir trouver des livres, des disques d'artistes locaux ou même internationaux en fonction de la programmation. On doit pouvoir parler aux artistes. Il doit y avoir quelque chose de prévu pour ça, dans la politique culturelle du lieu, quand il sera construit et dirigé. C'est important. Moi, j'en fais souvent, ce qu'on appelle des bords de plateau, des bords de scène, ou des rencontres dans l'après-midi, ou le lendemain, après avoir joué, etc. Et c'est un endroit où on peut, pour certaines vies un peu agitées, il y en a beaucoup, avoir le temps de se poser, de se dire, voilà, ce livre-là que je voulais acheter, que je ne pouvais pas, j'avais jamais le temps, il est au théâtre. Et donc ça tombe bien, je sors et je repars avec. Ou je repars avec le disque dont j'ai beaucoup entendu parler et qui me plaît beaucoup, etc. Ça doit être un lieu comme ça. C'est un lieu aussi où on peut se dire, allez, on y va un peu plus tôt et on pourra manger. Voilà, ça paraît bête, mais manger au théâtre, c'est important. Et d'y bien manger. Maintenant, il y a des théâtres où on y mange très très bien. Et c'est pas forcément des fortunes à envisager, ça. Et de façon à ce que ça incite à rester dans le théâtre après les spectacles. Un endroit froid, un endroit où, de toute façon, il y a quelqu'un qui va nous dire « Bon, bah, je ferme là, il faut... » Comment voulez-vous que les artistes rencontrent les gens et que les gens rencontrent les artistes? C'est pas possible. Il faut qu'il y ait la possibilité de traîner dans un lieu convivial et du coup, voilà, faire la petite rencontre qui va éclairer quelqu'un. Moi, j'aurais bien aimé, adolescent, rencontrer certains artistes. Bah, dans le théâtre qui s'était construit à Grand-Quevilly, en Normandie, eh bien, il y avait un gardien qui, un quart d'heure après la fin du spectacle, disait « Je ferme » et qui éteignait les lumières de façon brutale. Donc, c'était pas possible. Voilà. La rencontre ne pouvait pas se faire. Et un théâtre, c'est ça. C'est un lieu de vie. C'est un lieu où les initiatives des uns et des autres pourront y avoir un aboutissement. Ça peut être une caisse de résonance pour tout ce qui se fait aussi à Fontenay-sous-Bois. C'est un poumon, voilà, un poumon culturel, un théâtre. Et pour une ville, c'est important. Il y a trop d'artistes qui sont là à dire « mais je sais pas où montrer ça, à qui, comment, pourquoi, j'ai écrit ça, est-ce que ça vaut quelque chose, est-ce que un théâtre doit être là, un moyen de répondre à ces artistes qui ne savent pas vers qui se retourner. Bah là, je m'apprête à prendre le train pour aller à La Rochelle, le théâtre de la Coursive à La Rochelle. C'est un lieu magnifique, magnifique. Un lieu pas mal aussi, c'est le nouveau théâtre à Perpignan, dont le nom m'échappe, mais qui ont, par exemple, dans ce théâtre, et c'est un des rares théâtres où il y a ça, il y a une rue dans ce théâtre, et cette rue sert à la fois au camion pour livrer le décor, donc du coup, même s'il pleut, le camion peut rentrer en partie sa remorque, donc déjà pour les techniciens, c'est pas mal. Donc c'est un endroit circulatoire comme ça, mais qui permet aussi d'avoir il y a une sorte de maison dans cette rue, et qui est un foyer où il y a des fours micro-ondes, des cafetières, des trucs, on peut faire la cuisine. Et c'est un lieu où finalement techniciens et comédiens, et artistes en général, on va dire, et administratifs se retrouvent. Or, ça, c'est pas tout à fait fréquent. Il y a plein de théâtres où l'administratif, le technique... Oui, oui, c'est même...
une communauté, mais sans aller jusqu'à la communauté, il y a un théâtre, on doit, à l'occasion d'une pause, à l'occasion d'un déjeuner, pouvoir rencontrer l'équipe administrative, les techniciens, se croiser par hasard. Or, il y a certains théâtres où c'est des mondes étanches. Donc ça, faut lutter contre l'étanchéité de ces différents services. Et c'est vrai que tout d'un coup, cette rue-là, dans ce théâtre de Perpignan, était formidable. Mais bon, il y a plein de choses à envisager. L'important, c'est que ce soit géré par des gens qui ont... Parce que vous aurez beau faire le lieu le plus beau, le plus pratique, et le plus accessible du monde, s'il est dirigé par des cons, vous en ferez un théâtre froid, malgré tout, et dans lequel vous n'aurez pas envie d'aller. Un théâtre peut être magnifique, bien pensé, bien prévu, pratique, convivial, etc., s'il est mal dirigé, si les gens qui sont dedans sont submergés de travail, mal payés, mal considérés par leur directeur ou leur directrice, ça ne se passera pas bien. Et donc, c'est avant tout qui va le diriger, dans quel état d'esprit, et quel est le lien qu'il y aura entre l'équipe du théâtre et la municipalité. Il faut qu'il y ait un lien de confiance. L'un ne va pas sans l'autre. Une mairie imbécile avec la meilleure équipe du monde, ça va faire du mauvais travail. Et inversement, une mairie ouverte, accueillante, qui par malheur se retrouve avec un directeur ou une directrice absolument imbuvable, et ça ne se passera pas bien. Il faut qu'il y ait une intelligence, voilà, une intelligence, travailler en intelligence, faire confiance. Et ça va dans les deux sens. C'est pas seulement la mairie qui doit faire confiance à un directeur ou une directrice, c'est aussi l'équipe dirigeante du théâtre qui doit être capable d'être en mesure de faire confiance à la mairie. Et en sachant, par exemple, qu'on ne va pas gratouiller le budget parce que tout d'un coup, on aurait une petite économie à faire à la moindre occasion. C'est-à-dire que la subvention culture est trop souvent, une variable d'ajustement dans les budgets municipaux. C'est ce qu'on va toucher en premier, comme si ce n'était pas si important que ça, finalement. Et alors que ça me paraît juste essentiel. Mais je comprends pourquoi un jour on a associé divertissement à théâtre. Mais ce jour-là, on a fait un grand tort au monde du théâtre, au monde du spectacle vivant. Bien sûr, c'est divertissant, et ça doit l'être. Mais ça nous a fait tellement de mal d'être considérés comme juste des divertisseurs. Du coup, effectivement, un divertissement, on peut s'en passer. Or, je pense que la culture, on ne peut pas s'en passer. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que c'est une vérité, c'est une loi, c'est une loi humaine. Sinon, pourquoi? Vous vous rendez compte? Il y a des milliers d'années, des gens habitaient dans des grottes et ils ont... Des milliers d'années, donc, des gens habitaient dans des grottes et ils ont ressenti le besoin de poser la main, de se mettre de la poudre dans la bouche et de faire ça, et de regarder, et de voir l'empreinte négative de leurs mains. Voilà. Ou de prendre un truc, la poussière rouge, puis... Pourquoi? Ils n'avaient pas autre chose à foutre, ces gens-là. Ils avaient froid, ils avaient peur, ils ignoraient le monde dans lequel ils étaient. Les animaux étaient terribles, ils étaient entourés d'animaux prêts à les dévorer. Dès qu'il y a un orage, ils se demandaient d'où ça venait, pourquoi le ciel, pourquoi c'est comme ça, pourquoi nana. Ils ne comprenaient rien de rien. Enfin, ils commençaient à essayer de grappiller un peu de connaissances. Et bien, malgré tout, ils ont pris le temps de faire des dessins. Et non seulement ils ont pris ce temps-là, mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens plus doués que d'autres pour faire ces dessins-là. Et que pour faire ces dessins-là, ça prend du temps. Donc ceux qui faisaient ces dessins-là ne pouvaient pas chasser ou aller cueillir des petites baies pour se nourrir. Donc, on allait chasser pour eux. Donc déjà, dans les cavernes, on avait compris que... Je ne sais pas si c'était artiste, le mot qui convenait à l'époque, mais celui qui dessine, celui qui raconte par ses mains, doit être
nourri, parce que sinon, il fera des dessins pourris. S'il doit en plus chasser et faire des dessins, parce que ça prenait du temps d'écraser du charbon de bois, des poudres, des araignées rouges, des machins, des trucs, pour faire ces beaux dessins, eh bien, il ne pouvait pas chasser. Donc on chassait pour lui. Donc déjà, du temps du Néandertal, on avait compris l'intermittence. On avait compris que voilà, le temps que passe un artiste à faire quelque chose, il ne peut pas le passer à faire autre chose. Et c'est la condition sine qua non pour avoir quelque chose de qualité. Pour que ce qu'on va voir sur les parois des grottes va nous raconter, va nous interpeller et va nous faire comprendre le monde dans lequel on est et l'accepter. Et ben voilà, on en est toujours là et j'ai l'impression que parfois qu'on revient sur cette dimension fondamentale. Si ce n'était pas aussi fondamental, il n'y aurait plus de traces de ça. Il suffirait de remonter quelques siècles en arrière et on n'aurait aucun témoignage artistique. Or, on en a, dès l'aube de l'humanité. Donc c'est une loi humaine. L'être humain a besoin de se raconter, a besoin de parler à l'autre.